Retrouvons à Tirana notre envoyé spécial service politique TF1 LCI Bastien Auger. Image forte aussi de la présence, et on le voit en ce moment à l'image en train de s'exprimer, de Volodymyr Zelensky, toujours et encore soutenu par l'Europe. Ce couple aussi très important, l'Allemand, le Français et le Britannique Keir Starmer autour de lui. Oui, exactement, et c'est dans la bouche de tous les leaders qui s'expriment depuis ce matin, à la fois ce soutien, en effet, à Volodymyr Zelensky qui est en train de s'exprimer et à l'Ukraine, mais aussi finalement une volonté d'essayer de prouver à l'opinion publique mondiale et sans doute à Donald Trump aussi qu'il n'est certainement pas temps de relâcher la pression sur la Russie. Voilà ce que vient de dire Emmanuel Macron il y a quelques secondes. Les dernières heures ont montré que la Russie n'a pas envie de cesser le feu, et c'était aussi le sens des propos à leur arrivée ce matin de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, ou encore du chancelier allemand. Alors, une fois que l'on a dit ça, il faut en effet, selon ces Européens, que Américains et Européens restent unis pour mettre la pression sur Vladimir Poutine. Quelle réponse? Il y a la question des sanctions. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, en a parlé ce matin à son arrivée, en expliquant que l'Europe travaillait pour renforcer le train de sanctions qui est actuellement en train d'être discuté pour notamment frapper davantage le système bancaire russe, ou encore pour essayer de faire baisser encore un peu plus le prix du pétrole russe. Mais la grande question, c'est est-ce que les Américains aussi accepteront de sanctionner la Russie? Ça fait partie de ce pourquoi plaident nombreux dirigeants présents ici, donc réunis tous autour de Volodymyr Zelensky. Bastien Auger en direct de Tirana avec Guillaume Coléoni pour les images. Merci beaucoup pour ces derniers détails. En effet, ce paquet de sanctions, on le sait, sera notamment discuté à Bruxelles. Je parle sous votre contrôle mardi prochain. 17e paquet de sanctions, et se pose évidemment la question de leur efficacité. Mais l'image d'abord que j'aimerais commenter avec vous, l'image de cette journée, c'est cette première rencontre d'une délégation russe, d'une délégation ukrainienne assis autour de la même table. David Rigoulet-Rose, d'abord du point de vue de l'image, que vous inspire cette première rencontre? C'est une première depuis près de 3 ans. Oui, mais enfin, il ne faut pas en attendre plus que l'image. Que l'image. Alors, en revanche, pour le président Erdogan, c'est quand même un succès de communication, hein, parce qu'il retrouve un statut de go-between dont il s'était prévalu précédemment, notamment lors de l'accord sur les céréales, par exemple. Donc pour lui, c'est plutôt un gain effectivement en termes de communication. Sur le fond, ça va pas changer grand-chose dans l'immédiat, de toute façon, parce que d'ailleurs aucun des grands responsables ne s'est déplacé. Ce qu'on dit, ce sont des seconds couteaux. C'est un peu péjoratif, mais en même temps, ça traduit le fait qu'il ne faut pas attendre énormément de ce type de rencontre, tout simplement parce qu'il y a des obstructions en amont qui ne sont pas levées. Et en l'occurrence, la principale obstruction vient de Moscou, évidemment, puisque le président Zelensky a été ouvert à un cessez-le-feu quasi inconditionnel. Et c'était le préalable pour lui à toute discussion. C'était le préalable, et surtout, l'habileté de Zelensky, c'était justement qu'on lui reprochait souvent d'être l'obstacle, notamment venant de Washington. C'était un grief qui était fait par le président Trump, et là le président Trump ne peut que constater que le principal obstacle ne vient pas de Zelensky, et il vient de Moscou, et ça effectivement embarrasse l'administration américaine, et ça donne une marge de manœuvre supplémentaire aux Européens. Et je dirais qu'il n'est pas impossible que l'administration américaine ait sous-évalué finalement l'électrochoc et l'unité qui allait être renforcée au niveau des Européens. Ouais, c'est assez manifeste depuis quelques semaines, et c'est un signe, un marqueur important. Aglaé Achechova, de votre point de vue, David Rigoulet-Rose n'attend que très peu de choses. Néanmoins, et on entendra dans la voix de Donald Trump la réponse aussi du Kremlin, de peut-être cette rencontre qui sera certainement, leur importance aussi indispensable entre Poutine et Donald Trump pour parler Ukraine. Vous voyez les choses un peu bouger, des lignes un peu bouger ces dernières heures? Non. Non, c'est un spectacle pour un spectateur, Donald Trump. Chacun doit montrer qu'il est prêt à aller vers la paix. Poutine fait ses conditions. Pour moi en tout cas, c'était clair qu'il ne va pas se déplacer. Il est incapable de mener une discussion, d'être confronté à voix vive avec une improvisation avec quelqu'un. Celui qu'il a envoyé de côté russe, l'ex-ministre de la Culture, Medinsky, l'auteur d'une thèse falsifiée, est maintenant le président de Réunion des écrivains.
c'est même pas le second couteau. C'est la personne qui guidait les pourparlers de 22, certes, mais c'est pas quelqu'un qu'on peut prendre au sérieux tellement il est pro-Poutine, il est même de point de vue de ses opinions historiques complètement falsifiées. C'est lui qui se monte en garde contre les falsifications historiques. C'est tout un mécanisme de propagande pour faire durer. C'est le Minsk II. Le Minsk II. Le Minsk II. Et la Turquie se place à la même place que Biélorussie à ce moment-là. Donc en accueillant ces discussions. La mise en scène est presque la même. Je ne vois pas des avancées possibles. Et à l'instant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, que l'on voyait s'exprimer depuis Tirana, le dit. Poutine, il le regrette plutôt, que Poutine ait eu peur de se rendre en Turquie. Un narratif, Gwendoline, qu'il a déjà utilisé, notamment à nos confrères de Libération, il y a, je crois, 48 heures. Là encore, ça place le président ukrainien dans une certaine position de force, je ne sais pas, mais dénonçant et la peur supposée de Poutine de ne pas être venu à Istanbul. Bien joué de sa part ? Bien joué de sa part, surtout de montrer que lui fait des concessions. Il l'a dit d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, moi je rencontre Vladimir Poutine sans condition. Il était même plus sur son idée de cesser le feu de 30 jours pour le rencontrer. Et il est allé en Turquie. Je vais en Turquie, je suis là, s'il veut me rencontrer. Donc là où c'est malin de la part de Zelensky, qui vraiment a gardé depuis le premier jour du conflit quelque chose qui est son talent, c'est de jamais dévier de son cap. Il fait des erreurs parfois, il les corrige, mais en tout cas il ne dévie pas de son cap, et son cap c'est un cessez-le-feu de 30 jours. Et donc là, effectivement, il s'est bien débrouillé, et surtout il a un peu compris le mode d'emploi avec Donald Trump, ce qui n'avait pas été le cas à l'époque de la rencontre dans le bureau ovale. Et c'est là aussi l'erreur que font les Russes. C'est-à-dire que tous les pays sont en train de comprendre le logiciel Trump, même les Iraniens, qui comprennent qu'il faut lui donner à un moment donné quelque chose clé en main qui ressemble à un deal. Ça, les Russes sont même pas capables de le faire pour l'instant, et à mon avis, de toute façon, c'est là leur erreur. Volodymyr Zelensky, lui, il a rectifié un peu ça, et aujourd'hui, effectivement, il est dans la position où c'est plus lui l'obstacle, c'est la Russie qui ne donne rien, à part, vous le rappeliez, ils envoient des profils, Medinsky, qui est quand même un chef propagandiste, qui adore l'impérialisme russe. Qui a souvent réécrit l'histoire. Ouais. Absolument, il y a un général du GRU qui est là aussi, qui était celui qui avait négocié l'évacuation des rebelles syriens à l'époque pour le compte de la Russie. Ou un spécialiste des relations avec le Japon aussi, ça fait partie... Ce que dit Vladimir Poutine à travers les personnes qu'il envoie, c'est ma position, elle n'a pas bougé d'un iota depuis que j'ai envahi l'Ukraine. Et ça, je pense que vu le logiciel Trump, et on a vu, j'étais en Ukraine la semaine dernière, on commence à voir des changements dans la position de l'administration américaine, je pense que c'est une vraie erreur de la part de Vladimir Poutine. Même si général, ces dernières heures, voire minutes, on a eu des échos de la part du Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, qui le dit, une rencontre Poutine-Trump sera certainement nécessaire pour évoquer la situation en Ukraine. Une forme de réponse aussi, peut-être, à ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Oui, alors il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Bon, d'abord, moi, j'ai eu l'opportunité dans le passé d'organiser des négociations entre belligérants qui se haïssaient. Moi, ce que je vois là, c'est un processus tout à fait normal. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les chefs tout de suite au contact, parce qu'il faut d'abord un peu débroussailler le terrain pour qu'ils puissent peut-être se parler. Ensuite, on a une image quand même. Je l'énonçais il y a presque 3 semaines maintenant, depuis la première trêve de 24 heures qui a eu lieu suite à, pour une fête religieuse, bien sûr unilatéralement décidée par Poutine. Mais néanmoins, c'est des petits pas qui, petit à petit, justement, pas à pas, commencent à construire une enceinte dans laquelle on va peut-être pouvoir échanger. Et le but, c'est que maintenant d'arriver à ce que les uns et les autres se parlent. Alors bien sûr, c'est peut-être des seconds couteaux, mais on envoie toujours les seconds couteaux au départ pour savoir un peu ce que doit dire le grand chef. Donc, avoir une forme de tendance. Pardon ? Une tendance, quoi. C'est un processus, nuance. Oui. Voilà. Alors maintenant, on peut toujours reprocher en disant, bah oui, pourquoi Poutine n'est pas venu ? Alors moi, je dirais, je ne pense pas qu'il a peur, ça se saurait. Il n'est pas du genre à avoir peur avec tout ce que l'on voit tous les jours. En revanche, il faut construire le cadre diplomatique de la négociation. Et je crois que ce que l'on voit là, c'est un nouveau petit pas. Et j'ai bien dit petit, j'ai pas dit que c'est un grand pas. Et je suis d'accord avec vous, il n'y aura pas de résultat peut-être aujourd'hui. Peut-être que Trump va revenir dans la danse indirectement, bien que tout ce que je lis depuis quelques jours, je ne vois pas vraiment une position qui change énormément. Alors maintenant, par contre, ce qu'a obtenu Poutine, c'est que peut-être Trump va le rencontrer. Alors que jusqu'à présent, on en parlait pas, et que peut-être c'est Trump qui va revenir dans le jeu, après Erdogan, qui est un autre autocrate, ne l'oublions pas, Trump qui est quand même un populiste. Donc finalement, on va se retrouver entre hommes forts qui vont échanger.
et on va voir ce qui va en sortir. Mais à la date d'aujourd'hui, effectivement, je crois que le gain, il est positif dans la mesure où ce que personne ne pensait il y a 2 jours, c'est réalisé. Nous avons 3 délégations autour d'une table. Oui, c'est une image. Oui, il n'y a rien derrière, mais il y a quelque chose devant que nous voyons tous, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négociation derrière. Oui, vous parliez de tout petit bouger, David Rigoulet-Rose. Du côté américain, quand même, par la voix de Marco Rubio, on regrette et on demande que le massacre cesse en Ukraine avant des pourparlers entre Moscou et Kiev. Ça, c'est la demande de Zelensky depuis le début. Encore une fois, on est dans du petit bouger, dans des petits pas, mais ils existent. Du côté de Washington, oui, il y a une inclinaison sensible quand même, au niveau du narratif et de la rhétorique. On impute moins à Zelensky le statut de fauteur de troubles. Et le problème, c'est que l'administration est embarrassée par cette affaire de l'Ukraine. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Marco Rubio a laissé entendre que les Américains pourraient laisser tomber parce qu'ils ne savent pas en fait comment gérer le problème avec Poutine. Ils ont certainement sous-évalué la détermination de Poutine, qui ne veut rien céder de toute façon. Il n'a pas changé, son logiciel n'a pas bougé. Et là, le problème, son trône qui se joue, bien sûr, c'est le plus sérieux pour Trump, lui. C'est que lui pensait qu'il y avait un ajustement, un deal avec des ajustements possible. Il n'y en a probablement pas de cette manière-là. C'est là où le rôle des Européens est fondamental. Rôle des Européens, rôle peut-être aussi, vous soulignez à juste titre, celui des Turcs. J'aimerais qu'on entende, parce que très peu d'éléments qui filtrent de ce qui se passe dans cette pièce, dans le palais de Dolmabahçe, de ce ministre turc que justement, qui chapeaute les discussions et qui appelle à un cessez-le-feu le plus rapide possible, voilà, qui donne aussi peut-être le ton de ces négociations. Écoutez-le. Vous comprendrez qu'il y a 2 manières de procéder pour la phase à venir. L'un des moyens permettra de lancer un processus qui nous mènera à la paix, et l'autre entraînera davantage de destruction. Des chemins seront choisis par les partis. Ils décideront de leur propre chef. Alors que la guerre continue de faire des victimes, il est essentiel qu'un cessez-le-feu soit mis en œuvre dès que possible. Il est également possible de parvenir à un cessez-le-feu en même temps que les négociations. Il est également important que ces discussions constituent la base d'une réunion des dirigeants. Gwendoline de Bono, quand vous entendez les mots introductifs qui font que débute cette réunion, rendez-vous face à face en délégation russe et ukrainienne, ça donne aussi une forme de tonalité à ce que sont en train d'être ces discussions en ce moment. Oui, bien sûr. Et ces discussions, elles sont quand même importantes, même si rien ne va sortir ce soir. Mais on est aussi dans un tempo aujourd'hui où on veut que tout se fasse vite, un peu comme Trump qui voulait faire la paix en 24 heures. C'est pas la réalité, ça l'a jamais été. Par ailleurs, ces discussions, je pense qu'elles sont intéressantes pour les Ukrainiens, en tout cas dans le sens où ça leur permet de consolider, de passer plus de temps avec les Turcs. Et c'est toujours important pour les Ukrainiens de faire très attention à cette relation avec les Turcs. Il faut rappeler que c'est eux quand même qui ont les clés d'entrée de la mer Noire. C'est très important. Ça laisse le temps aux Européens aussi de parler plus avec les Américains, notamment avec Kellogg, avec le secrétaire d'État Marco Rubio. Tout ça, ce sont des choses importantes où effectivement un cadre va se mettre en place. Ensuite, il y a des pressions qui sont exercées sur les uns, sur les autres. J'étais en Ukraine les 2 dernières semaines et il y a des choses qui étaient intéressantes de voir. D'un seul coup, on pouvait, les Américains, l'administration américaine pour la première fois, ont validé un certain montant de vente d'armement, ce qui n'avait été pas le cas depuis que Trump était revenu au pouvoir. Il y a eu des F-16 qui sont arrivés en Ukraine qui servent à réparer notamment d'autres F-16, mais c'était très important pour les Ukrainiens. Et l'autre chose aussi qui était assez notable, c'est des opérations lancées en Crimée par les Ukrainiens de très grande ampleur, qui ont visé à vraiment aveugler la défense antiaérienne russe, à la détruire. C'est une opération, certes, les Ukrainiens ont vraiment progressé en termes de niveau, c'est pas quelque chose qu'ils font tout seuls. Donc il y a aussi une aide qui est en train de se mettre en place vers les Ukrainiens, donc, qui est un peu moins publique, mais qui existe et qui est une forme de pression qui se met et que l'administration américaine met sur la Russie. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place. Ça va être long. Vladimir Poutine, pour l'instant, reste sur ses objectifs. On verra s'il peut continuer comme ça.
Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite de commencer, ce qu'on n'avait pas vu depuis mars 2022, où les Ukrainiens s'étaient retirés des négociations. Pourquoi ? Parce que le massacre de Boutcha, alors qu'en mars 2022, je rappelle qu'on était à ça d'obtenir un accord entre les Russes et les Ukrainiens. Effectivement, après, force de l'image aussi, sur ces négociations, restons prudents, ce qu'il en ressortira. Drapeau ukrainien, drapeau russe, drapeau turc, mais pas de drapeau américain. Général, aucun représentant américain dans cette pièce, alors qu'on aurait pu imaginer. Et par ailleurs, dans ce qui était murmuré, ça faisait partie des scénarios. Alors, il n'y a pas d'Américains aujourd'hui. Il y avait une déclaration d'un responsable ukrainien en off qui disait que justement les Russes avaient tout fait pour que les Américains ne soient pas autour de la table. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que ça peut être important, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir deux médiateurs. Il y a un médiateur à la fois. Donc là, c'est ça ne marche pas, sinon. Bah non, après il y a une rivalité entre les uns et les autres. Et puis, Turcs et Américains, ils ont aussi un petit contentieux du passé. Hein. Donc, les Turcs, à mon avis, ont la main aujourd'hui. Et les Turcs ont aussi l'accès des deux côtés. Ce qui n'est pas forcément le cas des Américains à la date d'aujourd'hui. Donc je pense que le fait qu'il n'y a que ce médiateur, qu'il n'y a pas les Américains, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais personnellement je pense que deux médiateurs, ce n'est pas bon. Il n'en faut qu'un seul, on parle à trois, on ne parle pas à quatre, et je pense que finalement, quelles qu'en soient les raisons derrière, parce que moi je ne connais pas les raisons pourquoi les Américains n'ont pas été acceptés par les Russes. Je ne le sais pas. En revanche, je pense que le format qui est là est un format raisonnable, et effectivement, il ne sortira peut-être rien, mais ils se seront parlé, et c'est ça le but. Le but de tout cela, dans tout le processus de négociation dans un conflit, c'est de permettre à un moment donné que les gens échangent, parlent, et après voient là où ils peuvent travailler en positif, et là où en négatif ça ne passera jamais. J'aimerais qu'on évoque à présent les propos du président américain récent, à la fin notamment de sa tournée dans le Golfe. Il est de retour là vers Washington, qui donne une forme de calendrier. Alors on sait que les incantations du président américain, ça devait être réglé en 24 heures, puis en 100 jours, bon tout ça est balayé. Là, il le dit, dans 2-3 semaines, le monde sera plus sûr. Voilà les mots de Donald Trump ce matin. Que cela veut-il dire? Qu'a-t-il en tête? En tout cas, il le dit aussi, et là j'aimerais qu'on l'entende, et la réponse du Kremlin. Il faut que cela se fasse. Oui, je dois et nous devons nous rencontrer avec Vladimir Poutine. Écoutez-le. Dès qu'il sera possible d'organiser une rencontre. Il est temps que cela se fasse. Tout le monde a dit que Poutine irait en Turquie, que Zelensky irait aussi. J'ai dit que si je n'y allais pas, j'étais sûr que Poutine n'irait pas. Et il n'y est pas allé. Et je comprends cela. Mais on va y arriver. 5000 jeunes hommes sont tués toutes les semaines en moyenne. Et écoutez la réponse du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui s'est exprimé aussi également dans la matinée suite à ces déclarations. Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est sans aucun doute nécessaire. Et elle l'est avant tout du point de vue des relations bilatérales russo-américaines. Ainsi que pour discuter sérieusement au plus haut niveau sur les affaires internationales, sur les problèmes régionaux, y compris bien sûr la crise ukrainienne. Aglaé Achechova, Peskov, qui il y a encore moins de 24 heures, disait pas tout de suite, c'est pas à l'ordre du jour cette rencontre. Là encore... Même avec une prudence. Oui. On joue avec ce qu'on a. Commenter Trump, c'est toujours un peu étrange parce que l'emploi du futur, du superlatif, de il faut et nous devons, quand même vide de sens ces propos. Oui, Poutine va se montrer plastique vis-à-vis de Trump. Il va promettre, il va faire en sorte que, soi-disant, il y a les processus de négociation, etc. Après, il va agir selon la situation maintenant. En plus, qui entre nous va prévoir qu'est-ce que Trump dira ou fera dans 3 jours? Je crois que Poutine est dans la même situation que tout mortel autour de cette table. David Rigoleros, dans ses propos, je précise, Donald Trump s'exprime et le Kremlin ou son porte-parole s'exprime à la suite, une forme de réponse. Vous y voyez là encore un bouger ou vous êtes là encore une fois très, très prudent?
Alors, de toute façon, il faut être très prudent compte tenu de la configuration, mais ce qui est probable quand même, c'est que Poutine veut passer par-dessus les Européens. Et donc, c'est ça son objectif. Il veut pas une cristallisation d'un renforcement de l'aide européenne à l'Ukraine. Et donc, ça passe directement par un contact avec Trump. Yalta, moins Europe. Bien sûr. Ouais. C'est ce qu'il veut depuis le début, justement, en faisant l'économie au sens presque propre comme au figuré de l'Europe, justement, dans le conflit. C'est pour ça qu'il y a cette réponse, probablement. Il veut un interlocuteur direct et avec l'idée qu'il pourra effectivement... alors, tactique, je dirais. Oui. Plus que plastique peut-être, parce qu'il n'est pas tellement plastique, Poutine, mais tacticien, c'est sûr. Ouais.